Bonjour à tous et bienvenue à ce quatrième cours sur la théorie des valeurs extrêmes. Alors aujourd'hui on va parler d'exemples, en fait, de convergence du maximum quand on l'a convenablement renormalisé. Il faudra aussi le centrer, donc il y a recentrage et renormalisation. On va regarder quels exemples on va considérer. Donc le début c'est une introduction, c'est pour rappeler un petit peu quel recentrage est effectué lors du théorème central limite. Donc quand on a des xi qui sont des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées, on suppose qu'on a un moment d'ordre 2. Donc l'espérance de x au carré est inférieure à l'infini. Alors le théorème central limite nous dit que quand je prends la moyenne, 1 sur n, somme des xi pour i allant de 1 jusqu'à n, donc on a la moyenne des xi et qu'on recentre par l'espérance de x et qu'on multiplie par une vitesse qui est racine de n, le tout va converger en loi vers une loi normale. D'accord ? Donc maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est ne pas considérer la moyenne, mais considérer par exemple le max. Donc c'est une statistique d'ordre particulier. On a ordonné nos xi, on prend la plus grande valeur de tous les xi qu'on appelle x chapeau n. Et ce x chapeau n, on va le recentrer par une suite déterministe qui va dépendre de n, donc c'est bn, et on va multiplier par un certain an qu'on met à la puissance moins 1. Donc c'est une vitesse en fait. On s'attend à ce que an aille vers 0 et donc an moins 1 aille vers plus l'infini. Et on va regarder vers quoi peut tendre cette variable aléatoire-là, donc x chapeau n convenablement recentré et renormalisé. Et pour voir ça, on va essayer de regarder, faire le calcul exactement pour un certain nombre d'exemples. Alors allons-y, prenons une distribution qui par exemple est uniforme sur 0 θ. Donc sa densité c'est très simple, hein, c'est la constante qui est 1 sur θ entre 0 et θ équivaut 0 partout ailleurs. Si on considère sa fonction de répartition, c'est l'application qui a x associé x sur θ lorsque, évidemment, vous êtes pour un x qui appartient à 0 θ. D'accord ? Donc maintenant, si on regarde le maximum de variables aléatoires i et d qui suivent la loi uniforme sur 0 θ, on s'attend à ce que le maximum s'écrase sur θ. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est considérer le maximum divisé par θ, donc x chapeau n allant vers θ, x chapeau n sur θ tend vers 1. Donc on s'attend à ce que ce x chapeau n sur θ moins 1, donc on a quelque chose qui tend vers 0. Et si on multiplie par une vitesse qui n'est plus du racine de n, mais qui est n, eh bien on va montrer que tout ça, ce qu'on obtient, va converger en distribution vers une loi qu'on appelle la loi de Weibull. Ça va être une loi qui va être en fait définie sur R-, pour la bonne raison que x chapeau n est le maximum des xi, mais alors du coup x chapeau n est nécessairement inférieur ou égal à θ. Donc x chapeau n sur θ moins 1 va être quelque chose qui va être toujours négatif. Donc si je multiplie par n, ça va être encore resté négatif. Donc cette variable aléatoire-là, si elle converge en loi vers quelque chose, eh bien c'est quelque chose, la loi limite va forcément charger simplement les R moins, elle ne va pas pouvoir charger R+. Donc voilà, donc on obtient une distribution dite de Weibull avec une distribution dont la fonction de répartition n'a rien à voir avec la fonction de répartition d'une loi normale. Bien, allons-y. Donc on va simplement regarder notre variable qui est n fois x chapeau n sur θ moins 1. Et si on considère par exemple la fonction de répartition, donc c'est la fonction de répartition de n fois x chapeau n sur θ moins 1. Donc on écrit ça et on dit que c'est inférieur à x. Donc ça c'est égal à quoi? C'est égal aussi à la probabilité. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer le n de l'autre côté. Je vais récupérer simplement x chapeau n. Et donc x chapeau n va être inférieur ou égal à quoi?
donc on va avoir x sur n, ok, et on va multiplier par θ, donc on va avoir θ plus θ x sur n, on ferme la parenthèse, et ça évidemment c'est égal à probabilité pour que x1 est inférieur à θ plus θ x sur n, et x2 inférieur à la même chose, et comme les xi sont indépendants, donc ça va être un produit de 1 jusqu'à n, donc on se retrouve simplement avec une seule quantité qu'on élève à la puissance n. Okay, donc c'est un peu ce qui est écrit ici. On a l'expression de cette quantité qui est la probabilité de x1 est inférieure à θ plus θ x sur n qu'on met à la puissance n. Et effectivement, quand on fait le calcul, x1 ça suit une loi uniforme sur θ. Donc on obtient pour cette quantité qu'on met à la puissance n, 1 plus x sur n. Et là, pour le coup, on sait vers quoi ça converge. Hein. Donc on a 1 plus x sur n à la puissance n. On veut la limite de ça lorsque n tend vers l'infini. Ça nous donne exponentielle de n fois log de 1 plus x sur n. Et comme ça, cette quantité-là a un équivalent qui est x sur n plus un petit taux de 1 sur n. Et bien le tout va tendre vers exponentielle. Donc x plus un petit taux de 1. Enfin, tout ça va s'écrire comme exponentielle de x plus un petit taux de 1. Et donc maintenant, lorsqu'on fait tendre n vers l'infini, ce petit taux de 1 donc, tend vers 0 par définition, et donc ça va converger vers exponentielle de x, et tout ça pour des valeurs de x strictement inférieures à 0. Pour information, on vérifie quand même que ça converge vers une fonction qui est croissante. Et effectivement, sur R-, elle est croissante. Lorsque x tend vers moins l'infini, ça tend vers 0. Lorsque x tend vers 0, ça tend vers 1. Et à partir de 1, fn de x vaut bien sûr 1. Okay, donc on a fn de x qui vaut exponentielle x pour x négatif et fn de x qui vaut 1, quel que soit x supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire la probabilité pour que votre variable négative soit inférieure à une quantité qui est positive est toujours égale à 1. Voilà, donc ça, c'est un exemple de convergence vers une certaine loi. On va voir un deuxième exemple. Cette fois-ci, c'est pour la distribution exponentielle. Donc, on s'intéresse maintenant à la distribution exponentielle. On a des xi qui suivent une loi exponentielle des paramètres lambda. Donc, x1 suit la loi exponentielle des paramètres lambda. Si on regarde sa fonction de répartition, elle s'écrit explicitement. Hein. Il faut intégrer une exponentielle. On obtient quelque chose qui est 1 moins exponentielle de moins lambda x lorsqu'on est sur R+. Et en dehors de R+, ça vaut 0. Si on regarde l'inf des f de x qui vaut 1, ça correspond à plus l'infini. Effectivement, on s'attend à ce que le maximum en fait converge vers plus l'infini. Alors, comment on va faire là? On a besoin d'un simple recentrage, c'est-à-dire qu'on va prendre lambda x chapeau n, et on va lui retirer un recentrage en log n. Donc lambda x chapeau n, on le recentre en log n. Eh bien, cette différence entre les deux ne tend pas vers 0, mais en fait, elle va tendre en loi vers une distribution, vers une loi, dont la fonction de répartition est donnée par cette quantité-là. Et c'est un exemple de loi dite de Gumbel. Ce n'est pas toutes les lois Gumbel, hein, c'est juste un exemple de loi de Gumbel dont la définition est plus générale que ça et qu'on verra dans le chapitre d'après. Donc là, de nouveau, on s'intéresse à la fonction donc, de répartition de lambda x chapeau n moins log n. La démarche est simple, hein, on essaye d'isoler x chapeau n, donc on fait passer du coup le log n de l'autre côté, ça nous donne x plus log n, on divise par lambda. Maintenant on a le x chapeau n dans un seul membre, et dire que le maximum est inférieur à une certaine borne, ça veut dire que chacun des xi est inférieur à cette même borne. Et on utilise de nouveau le fait que les xi sont indépendants et identiquement distribués. Et
pour le coup, ça nous donne cette quantité-là, qui est en fait la fonction caractéristique associée à une loi exponentielle prise par la fonction caractéristique de la fonction de répartition. La fonction de répartition est prise en le point x plus log n divisé par lambda, et on met le tout à la puissance n. De nouveau, pour la fonction de répartition, vu son écriture pour les lois exponentielles, eh bien on remplace et ça nous donne une quantité comme celle-là. Et de nouveau, on sait étudier la limite lorsque n tend vers l'infini de cette quantité-là, et ça nous donne une limite qui s'écrit comme ça. Voilà, donc la démonstration est très simple, la démarche est très simple, et elle peut donner lieu à divers exercices. On a pris ici jusqu'à présent la loi exponentielle, la loi uniforme. On pourrait prendre d'autres lois, autres que les lois qu'on vous propose à l'intérieur de ce cours. Hein. Donc en exercice, on pourrait avoir ça. À l'intérieur du cours, on a regardé aussi la loi de Cauchy. Une loi de Cauchy, donc en fait, plus précisément, un cas particulier de loi de Cauchy, c'est lorsque la densité en fait s'écrit comme 1 sur pi, facteur de 1 plus x2. De nouveau, on regarde le maximum, et l'inf des x pour lequel f de x vaut 1, ici ça vaut plus l'infini. Et pour le coup, on va considérer x chapeau n. Cette fois-ci, on ne fait pas de recentrage. Dans le cadre précédent, pour la loi exponentielle, on a fait un recentrage, mais on n'avait pas eu besoin de multiplier par une vitesse. Ici, on ne fait pas de recentrage, mais par contre, on multiplie par une vitesse. La vitesse, c'est quoi? C'est pi sur n. Et en fait, on va calmer donc notre maximum qui tend vers l'infini par une vitesse en n. Donc en calmant ce maximum, on obtient en fait une convergence en loi vers une distribution qui est notée W dans le cours, et qui est en fait la distribution dont la fonction de répartition est donnée par exponentielle de moins 1 sur x pour x positif et 0 pour x négatif. Donc c'est la distribution, c'est un cas particulier d'une distribution dite de Fréchet. Voilà, donc on va regarder un petit peu cette distribution. On a la fonction de répartition, à calculer la fonction de répartition de pi x chapeau n sur n. Donc en fait, quand vous regardez la probabilité pour que pi x chapeau n sur n est inférieur ou égal à petit x, en passant le n de l'autre côté et le pi de l'autre côté, on obtient n fois x divisé par pi. Et donc on a effectivement, donc j'efface un peu parce que c'est un petit peu, sinon on n'y voit plus rien. Donc on obtient x chapeau n est inférieur à nx sur pi. De nouveau, tous les xi sont inférieurs à nx sur pi. On décompose l'événement, cette intersection d'événements dont on prend la probabilité en produit de probabilité de xi est inférieur à nx sur pi. Comme ils sont de même loi, ça nous donne simplement ce produit de 1 jusqu'à n devient en fait l'un de ces termes élevé à la puissance n. Et pour le coup, on a à calculer quelque chose qui est donc la fonction, donc on a la fonction génératrice d'une loi de Cauchy, qui s'écrit donc 1 moins l'intégrale, en fait ce serait l'intégrale de moins l'infini jusqu'à nx sur pi. Et cette intégrale de moins l'infini jusqu'à nx sur pi, je peux toujours l'écrire aussi sous la forme 1 moins l'intégrale de nx sur pi jusqu'à l'infini. Donc on a cette première écriture, et de nouveau on s'attend à ce que cette quantité-là, ce qui serait bon, ce qui nous plairait bien en fait, c'est que cette quantité-là, ce sera de l'ordre de c sur n. Donc on essaye de trouver un développement de cette intégrale sous forme de c sur n. Alors comment on fait ce développement? Ici, il n'est pas complètement explicite. On aurait pu intégrer par rapport à l'arctangente, faire un développement d'arctangente, mais on pourrait aussi, sans avoir intégré par rapport à arctangente, traiter les choses de façon plus directe.
Donc comme on est avec du nx sur pi, donc on imagine bien que nx sur pi, lorsque x est positif, c'est quelque chose qui est quand même assez grand avec n. Donc on se dit que 1 sur 1 plus y2, c'est pas très loin de 1 sur y2. Donc on enlève le 1 plus. On enlève le 1 plus, donc on a un y2 et puis on le compense par cette différence-là, d'accord, pour que rester avec des égalités. Hein. Donc on a cette différence-là, on a introduit ce terme-là. Ce terme-là s'intègre explicitement et nous fait apparaître un 1 sur nx. Et puis cette différence-là, bon ben là, il n'est pas dur de se convaincre que quand on fait cette différence-là, on verra ça en cours ensemble, on obtient quelque chose qui est en petit taux de 1 sur n. Voilà. Donc maintenant, de nouveau, c'est sous la forme qu'on voulait, c'est-à-dire que ça va s'écrire comme 1 moins 1 sur nx, plus petit taux de 1 sur n. Le tout élevé à la puissance n, on passe à l'exponentielle du log et on fait une convergence de cette quantité-là pour obtenir une loi limite qui est donnée par la fonction de répartition d'une loi de Fréchet. Très bien. Pour terminer, donc là vous verrez, on a une petite chose, vous pouvez voir pour la distribution de Bernoulli, on peut se rendre compte qu'il peut arriver aussi que ce ne soit pas possible d'obtenir une convergence en loi vers quelque chose, même si on recentre ou on multiplie par une certaine vitesse, c'est-à-dire que ce n'est pas toujours réalisable, hein, ce n'est pas quelque chose qui est automatique. Et puis passons en fait au chapitre suivant, parce que j'aimerais bien qu'on puisse passer à ce grand théorème qui est le théorème de Fischer-Tippett-Gnedenko, qui est présenté ici. Donc ça c'est le deuxième chapitre qu'on voit lors de ce quatrième cours. Mais c'est le troisième chapitre dans le polycopier, hein. Donc le théorème de Fischer-Tippett-Gnedenko. Donc c'est pas ce lemme-là, le lemme là vous pouvez le regarder tranquillement, c'est pas un lemme très, très étonnant, mais il faut quand même avoir des conditions pour que ça puisse marcher. Donc on a une suite de fonctions qui sont des fonctions qui sont croissantes, et on a cette suite de fonctions croissantes, donc pensez typiquement à des fonctions de répartition. C'est une suite de fonctions croissantes, et on suppose que c'est cette suite de fonctions de répartition, que cette suite de fonctions croissantes converge vers un certain g de x. Donc c'est la condition qui est rappelée ici, que pour tout x qui est un point de continuité pour g, la limite, lorsque n tend vers l'infini de fn de x est égale à g de x, alors, pour le coup, si vous prenez un élément quelconque entre g de a et g de b, qui est un point de continuité pour la fonction inverse généralisée de g, vous avez la convergence des fonctions réciproques. Bon. Ça, c'est quelque chose qu'on imagine bien, c'est juste voilà, assez intuitif. Donc c'est pas très grave, vous pouvez regarder la preuve si ça vous intéresse, mais ça n'a pas des conséquences dramatiques. Maintenant, continuons. On va présenter en fait, et puis on verra en exercice la preuve de ce théorème. Je vais rédiger un exercice pour voir un peu d'où les choses viennent. Donc on a des xi qui sont une suite iid de variables aléatoires, et on va présupposer, donc ça tranche un peu de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, hein. Le théorème central limite montre qu'on a cette convergence en loi, et ça, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce qu'on présuppose, ce qu'on suppose, c'est que déjà convenablement recentré par un certain Bn, et avec une vitesse qui est dn, donc on a donc l'existence de deux suites déterministes, d'un côté Bn et de l'autre côté An. Donc si on suppose qu'il existe deux suites déterministes, Bn et An, donc on va dire, mettons que An soit positif, tel que
ce qui en résulte, c'est-à-dire le max dxi moins bn divisé par an, converge en loi vers un certain z, alors z aura une loi L0 qui va avoir le choix entre trois distributions. Soit c'est la distribution de Weibull, soit c'est la distribution de Gumbel, soit c'est la distribution de Fréchet. Dans le chapitre d'avant, justement, on avait vu des exemples avec certaines lois particulières. On avait regardé une loi uniforme, une loi exponentielle et une loi de Cauchy. Et pour des xi suivant ces lois, quand on regarde le maximum, qu'on choisit des bonnes suites déterministes Bn et An, eh bien on obtient en fait la convergence du maximum moins Bn divisé par An vers, parfois c'était Weibull, parfois Gumbel, parfois Fréchet. Mais en fait, ce théorème nous dit qu'il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas d'autre loi que ces trois lois-là, avec, vous voyez, des petites différences. Alors, il faut faire un peu attention, c'est ces lois-là à multiplication par une constante positive et translation près. Donc, quand ça converge vers Z, vous pouvez devoir regarder, en fait, AZ plus B. Donc on peut rajouter une constante et on peut multiplier par une autre constante, à condition que la multiplication par cette deuxième constante A soit positive. Et à ces deux constantes près, on se retrouve avec soit une loi dont la fonction de répartition est celle-là, et vous voyez d'ailleurs que cette loi, en fait, a un support qui est sur R-, soit vous avez une loi dont le support est sur R, soit vous avez, donc ça c'est Gumbel, la première c'était Weibull, soit vous avez une loi dont le support est sur R+. D'accord ? Bon, ce qui nous donne que le support est dans R-, c'est en fait le fait tout simplement que la fonction de répartition elle vaut 1 déjà pour x supérieur à 0, et ce qui vous donne que le support pour la dernière loi est dans R+, c'est que la fonction de répartition elle vaut 0 pour x négatif. Voilà, donc ce sont ces trois lois qui sont les lois limites possibles du maximum convenablement recentré et normalisé. Voilà, nous en avons fini pour le cours d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.